Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Tonton Max, un amoureux du Bénin et un entrepreneur passionné. Français d'origine et à la tête d'un centre de loisirs, il a tout quitté pour s'installer au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Son parcours est atypique, son énergie contagieuse et surtout, son récit est empreint d'authenticité. Dans cet épisode, on parle de choix de vie, de défis d'expat, d'entrepreneuriat local et de ce que l'on entend par s'intégrer dans un pays qui n'est pas le sien. Alors, si ce n'est pas encore fait, installez-vous confortablement et laissez-vous inspirer par le parcours de Tonton Max. Bonjour. Hello Tonton Max, ça va Laurence, la forme? Très bien et toi? Très bien, content de te voir. Très heureuse d'être ici. Bienvenue à la Bambinerie. Merci. Petit coin de paradis pour les enfants. Pour les enfants. Tu m'étonnes. Donc voilà, notre petit espace, notre petit chez nous, avec principalement de l'extérieur. C'est pour ça que j'avais adoré cet endroit quand j'avais visité. Je tenais à ce qu'il y ait des plantes, que tu vois, les enfants peuvent jouer au bac à sable. Et respirer quoi. Exactement, tout en sécurité, puisqu'en fait on est complètement fermé. Et le seul accès dehors, c'est la porte par laquelle tu es passé en arrivant. Je te fais un petit tour des bâtiments. Avec plaisir, ouais. Super. Ouais, on va commencer par la cuisine. Les chefs sont en action en plus ce matin. Ça va les gars? Eux, leur gros cœur d'activité, c'est surtout le matin. D'accord. Donc là, ils préparent à manger pour les enfants qui vont venir déjeuner ici. Et ils préparent également à manger pour 2 crèches qu'on livre. Le chef travaille les menus au mois à l'avance, donc il a toujours ses listes. On check le matin le nombre d'enfants, on s'assure qu'il n'y a pas eu de changement. Mon tout petit bureau, voilà, là où je prépare surtout le matin. Voilà. Donc là, on a un peu ce qu'on appelle notre espace périsco. Ça va être un espace pour faire les devoirs, qui après se transforme en un espace qui va être tout ce qui va être les activités manuelles, du bricolage, du dessin. Voilà. On a un bar qui sert plus d'espace de rangement pour les animateurs, leur espace un peu pause, et qui devient vraiment un bar un vendredi par mois quand on fait une soirée cinéma en plein air. Ah oui, c'est vrai, vous faites le cinéma en plein air, ça c'est chouette. Le prochain aura lieu d'ailleurs ce vendredi. Et voilà, donc là, le bar reprend un peu son utilité de bar. Sinon, le reste du temps, évidemment, on ne sert pas de cocktail aux enfants, quoi. Ça pourrait être une option. Hein. Ça pourrait être une option. Mais... Très bien. Donc voilà, là on a notre petit enclos de notre ami Pépé. J'ai eu l'occasion de faire sa connaissance. Tu l'as vu? Ouais, tout à l'heure. Pépé qui fait des trous. Et donc, c'est les enfants qui gèrent Pépé? Exactement. Avec Vital, ils vont venir, ils vont remettre le sabre, reboucher les trous, lui donner à manger, l'eau, le suivi. Alors là, on a ce qu'on appelle la Bambi Gym. Donc ça, c'est notre salle un peu plus sportive. Le midi, ça va être la salle de temps calme pour les grands, après le déjeuner. Il y a des cours de gym, des cours de danse qui se passent ici sur un programme qui est prédéfini. En cas de pluie, c'est évidemment notre plus grande salle pour que les enfants soient à l'abri. Et voilà. Et souvent, en fin d'après-midi, vers 17h45, ça redevient la salle de temps calme où les enfants viennent se poser ici en attendant que les parents viennent les chercher. Notre scène... D'accord, donc pour les prestations. Voilà, qui est ultra utile alors pour les soirées cinéma, mais aussi qu'on fait nos spectacles, parce qu'on commence à avoir notre petite réputation de nos spectacles de Noël et de fin d'année qui sont un certain standing, donc on est assez fiers. On se met la pression d'année en année, parce qu'à chaque fois on se dit qu'il faut qu'on fasse mieux qu'avant, mais bon, du coup c'est un super outil de travail pour nous d'avoir cette scène qui est déjà à disposition dans le centre. Effectivement. Parce que tu vas voir qu'au niveau du périscolaire, les animateurs prennent un groupe d'enfants, s'installent quelque part pour faire une activité. D'accord. Donc ça permet de recréer encore un espace où ils peuvent être 4-5 ici et faire autre chose qui se passe là-bas. Donc du coup, vous avez plusieurs petits groupes, exactement. Dispatchés un peu sur toute la Bambinerie. Un petit peu partout. D'accord. Notre parapluie d'eau, c'est un petit système où on allume l'eau et l'eau tombe. Super. Donc on l'utilise principalement le mercredi, parce que le mercredi, du coup, c'est la journée la plus longue en termes de périscolaire. Une fois qu'ils ont mangé, ils restent avec nous jusqu'à 18h30. Donc ils savent... Ça permet de se rafraîchir un peu. Exactement. Donc ils savent que le mercredi, ils ont les maillots de bain dans le sac. Et, voilà. Et après, c'est utilisé quand on fait les vacances... c'est l'activité du temps calme après la sieste. Et puis notre dernière salle qu'on appelle la snooze, ça vient de Snoozelen, qui est un concept en fait que j'ai découvert au travers de Manon, mon associé, qui en fait permet de développer, de travailler les sens. Ça peut être indiqué pour les enfants, on va dire soit porteurs d'un handicap, soit turbulents, mais après ça s'adapte à tout le monde. Voilà. Eh bien merci pour la visite. Avec grand plaisir. Allez, en route, on est bon? Là, on va partir livrer les crèches. Et ensuite, on va à l'école chercher nos enfants qui, eux, viennent manger chez nous. 10h30, Tonton Max et une partie de son équipe prennent la route. Première mission, livrer les repas du midi fraîchement préparés. Comme chaque midi,
Tonton Max part chercher les enfants qui rejoindront la bambinerie pour déjeuner. C'est quand même agréable de travailler au soleil. Ah, ça, on n'a pas à dire. Surtout d'être en short et en tongs Toute l'année. toute l'année, quoi, tout le temps. Retour au centre, on se lave les mains, on s'installe et tout le monde passe à table. Après le repas, place au calme, lecture et petits jeux doux pour digérer tout en douceur. 13h10, il est déjà l'heure de repartir. Les enfants retournent à l'école, le camion se vide, enfin, presque. Mais pas le temps de souffler. 15h, nouvelle tournée, Tonton Max et son équipe poursuivent avec la sortie d'école. Et ce n'est pas fini. Un passage au foot pour certains, puis retour au centre. À la bambinerie, place au goûter, aux ateliers et bien sûr aux devoirs. Tonton Max multiplie les déplacements tout au long de la journée. Toujours en mouvement, là où il faut, bien épaulé par une équipe solide et profondément engagée. Ça va, Tonton Max? Super bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Donc moi c'est Max, alors, Maxime, mais tout le monde m'appelle Max. Tonton Max à la bambinerie, même pour plus de précision. Voilà. Je vais avoir 36 ans cette année. Je suis français, je viens de la Vendée, des Sables-d'Olonne. Je suis au Bénin depuis 2018. Je suis le promoteur de la bambinerie ici, le lieu dans lequel je t'accueille. Qu'est-ce qui t'a poussé à quitter la France? En fait, avant d'arriver au Bénin, j'ai passé 3 ans en Angleterre. Ça faisait 5 ans que j'étais à Paris et je me suis réveillé un matin en me disant je suis fatigué de ce rythme, même sur le côté perso, il y a plein de trucs qui me gonflaient, j'avais besoin d'aventure. Et ma sœur revenait d'avoir fait 1 an en Angleterre. Et donc un matin, je me suis levé, j'étais en colocation avec ma sœur à Paris, et je lui dis c'est quoi déjà le bus que tu avais pris là pour aller à Londres? On s'est connecté, j'ai pris mon billet pour le soir même. Donc à base, je devais partir pour 1 semaine, et je suis resté 3 ans. Voilà. Avec très rapidement ce sentiment quand je revenais en France de commencer à comprendre que plus ça va aller, plus il sera difficile pour moi de reprendre un peu une vie au quotidien en France. Voilà. Et puis après, c'est fait mon arrivée au Bénin qui n'était pas prévu. Pareil, ça a été assez sur un coup de tête, alors pas aussi rapide que l'Angleterre. Premier voyage pour découvrir l'Afrique, c'était un rêve que j'avais depuis gamin. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en août 2017, j'étais en vacances à Barcelone. J'ai rencontré 2 frères originaires du Bénin qui, eux, vivent là-bas. Et on a ultra bien sympathisé. Et en fait, en échangeant avec eux, je leur expliquais que moi, je sais pas trop, mais depuis que je suis gamin, l'Afrique, ça m'attire. D'ailleurs, on pourra peut-être en reparler, mais j'ai découvert il y a juste quelques mois le vrai fond de pourquoi. J'ai pu répondre à des questions de pourquoi j'avais ce truc lié à l'Afrique que je ne savais pas avant, mais bon, peut-être on en parlera tout à l'heure. Et donc, en échangeant, à la fin de mon séjour, je pars et ils me disent écoute, là, nous, pour les fêtes 2017, on rentre. Si ça te dit, viens, on va te faire visiter le Bénin. J'avais jamais entendu parler de ce pays avant. Je me souviens encore avoir cherché où c'était, etc. Donc, je suis rentré à Londres au début septembre pour reprendre mon boulot. Et directement, du coup, j'ai demandé à mes patrons si je pouvais reprendre des vacances en janvier, parce que j'étais invité à pouvoir aller découvrir un pays en Afrique. Qu'ils ont accepté. Donc, je suis venu 2 semaines en janvier 2018. C'était l'ancienne petite aéroport de Cotonou, pas celui qu'on connaît aujourd'hui. Et c'était un peu particulier parce que je partais dans cette aventure et en fait, ces 2 frères, je les avais vus 24 heures sur mon séjour. Vraiment, je pense que je le referais pas aujourd'hui. En fait, au moment où l'avion allait atterrir, je me suis dit, mais s'ils sont pas là, je ne connais pas du tout le fonctionnement de l'Afrique. Tu les connais depuis 24 heures, vous sympathisez, ils t'invitent au Bénin. 4 mois après, j'étais dans 4 mois après. Voilà. L'avion atterrit, je descends de l'avion, je pose les pieds sur le tarmac et là, je ne sais pas expliquer ce qui se passe, mais je suis pris d'une émotion et je m'effondre en larmes et je ne comprends pas. Je sors de l'aéroport, ils sont là. Directement, j'ai été un peu lié à ce qu'est la culture qu'aujourd'hui, maintenant, je connais bien et que c'est complètement normal. Enfin, en tout cas pour les locaux, d'accueillir un invité avec un maximum de monde, ce que je trouve extraordinaire d'ailleurs. Et voilà, et donc lié à ça, ils avaient, donc le soir, on arrive chez eux, la maman a préparé à manger, donc j'ai goûté les premiers mets locaux, etc. Je me rappelle, ils ont attaqué fort avec moi, parce que j'ai commencé avec la sauce gombo là, le truc très élastique. Le crin-crin, ouais. Super première soirée. Et le lendemain, les 2 frères du coup me disent t'as préparé un parcours, ils avaient prévu d'aller à Dassa, monter à Nati, ils avaient prévu plein de trucs. T'es quand même très bien tombé. T'es tombé vraiment sur 2 perles rares. Alignement d'étoiles. On est d'accord. Voilà. Et ça s'arrête pas parce que c'est vraiment grâce à eux et cette famille que je suis ici, puisque du coup ce matin-là, je leur dis en fait les gars, je suis désolé. Je dis mais là avec ce qui m'est arrivé hier, on va pas faire le tour du Bénin, je découvrirai ça plus tard. Faut que vous m'aidiez, faut me trouver du boulot. Attends, c'est-à-dire que le lendemain,
Tu savais déjà que tu voulais rester? Que c'est là que j'allais rester. Du coup, je n'ai pas quitté Cotonou pendant les 2 semaines et j'ai juste, au travers eux, cherché à faire des rencontres pour trouver du boulot. Dans ces recherches, un de leurs frères qui, lui, vit ici, me dit « Écoute, moi, dans la communauté d'expats, je ne connais que rapidement 2 personnes qui sont Pascal et Jean de la cabane du pêcheur. » Donc, il me dit « On va aller là-bas, on va discuter avec eux, tu verras. » Ils accrochent pas trop à ma demande. En gros, ils m'expliquent que non, eux, par exemple, ils vont pas chercher de gérant, même si j'ai toute l'expérience que j'ai et que ça pourrait être intéressant. Il n'y a pas tant de restaurants que ça qui va être intéressé par mon profil. Bon courage. Je sais pas, je crois que c'était 2-3 jours avant mon départ. Je retourne à la cabane. Il y a forcément quelque chose. Donc, je suis retourné les voir et je pense que le fait d'avoir fait une deuxième démarche, ils m'ont proposé de me rapprocher de la famille Chagouri, qui est à La Roche, parce qu'ils m'expliquent qu'ils ont un hôtel et qu'ils ont 2 restaurants et que potentiellement mon profil pourrait les intéresser. Et donc, ils me disent, tu peux aller voir de notre part Vincent Fleury, qui travaille à La Roche, qui est depuis des années, qui est un Français. Et donc, voilà. Donc, le lendemain, veille de mon départ, me voilà parti à La Roche avec mon CV, mon dossier, rentré dans La Roche, demander après ce monsieur que je ne connaissais pas. Je lui dépose mon CV. Il me dit OK, il n'y a pas de problème, il pose ça sur le bureau. Le lendemain, je suis dans l'avion, je rentre à Londres. Le 14 avril, je me rappelle ce que c'est la Saint-Maxime le 14 avril. Il est 23h, je suis en train de fermer le restaurant que je manage à Londres et c'est un numéro du Bénin qui m'appelle. Je réponds, c'était monsieur Joseph Chagouri qui me disait qu'il avait mon CV sous les yeux. À partir de quand je peux commencer à travailler pour eux, il aimerait que je prenne la direction de ces 2 restaurants. 1, je m'y attends pas du tout. 2, il est 23h, moi j'ai repris une routine finalement. Voilà, donc en fait, ce soir-là, je suis un peu bloqué et ce qui va très très vite, c'est que je lui dis, je suis en poste à Londres, il me faudrait 2-3 mois, je peux pas partir comme ça, quoi. Et là, il m'explique que du coup, ça l'intéresse pas parce que ce qu'il veut dans mon profil, c'est que j'aide les restaurants à préparer le fait qu'il y avait la Coupe du Monde en 2018. Vu que j'avais cette expérience en Angleterre, des pubs, etc., d'amener en fait cette expertise pour pouvoir... voilà. Et le lendemain, en fait, j'ai envoyé un long mail à monsieur Chagouri en expliquant que ma démarche, je suis manager d'un restaurant, c'est moi qui ai les clés, je peux pas... mes patrons ont fait beaucoup pour moi, je peux pas partir du jour au lendemain, même si j'en rêverais. Mais que par contre, voilà, s'il y a déjà des gérants sur place, que moi, à distance, je peux commencer à travailler avec eux pour pouvoir anticiper avant mon arrivée le fait que la Coupe du Monde soit prête. Je crois qu'ils me répondent 2-3 jours après pour demander à ce qu'on ait un entretien en visio. L'entretien se passe super bien. Donc, tu as réussi à les convaincre, donc, j'ai réussi à les convaincre, tout. Ouais, avec ce mail. L'étape la plus dure, ça a été d'annoncer à mes patrons que j'allais partir. Donc, j'ai formé mon meilleur serveur pour qu'ils prennent ma place. Et donc, je suis arrivé le 8 juillet 2018, veille de la Coupe du Monde, si je me souviens bien, de la finale de la Coupe du Monde. Et j'ai attaqué. C'est même pas un an, quoi, entre la rencontre en août 2017 de ces 2 frères béninois et mon arrivée vraiment sous contrat le 8 juillet. Ouais, il y a 11 mois, quoi. En fait, tu as littéralement eu un coup de foudre pour le Bénin. Il n'y a pas d'autre mot, en fait. Je te dis, c'est cette descente de l'avion, je pense que je m'en souviendrai tout le temps, parce qu'en fait, c'est très bizarre quand tu es pris d'une émotion comme ça, que tu sais pas l'expliquer, puis c'est comme un peu en hors contrôle, quoi. Tu ne savais pas ce qui se passait, mais en tout cas, il y a un truc qui se passait. De mes 2 semaines d'expérience ici, quand il y a eu la proposition d'emploi ici, finalement, je maîtrisais pas vraiment c'était quoi la vie au quotidien. Il y a eu aussi cette deuxième étape qui était encore dans l'audace, comme tu disais tout à l'heure, parce que j'aurais pu très bien finalement revenir en me disant « Waouh, tu pars dans quel genre d'aventure ?» Oui, tu sais ce que tu quittes, mais tu sais pas ce que tu vas retrouver. Exactement. Ton premier séjour était court et intense, avec tout ça. Extrêmement intense. Donc, qu'est-ce qui t'a surpris en arrivant et qu'est-ce qui t'a interpellé? Première chose qui m'a frappé, lié certainement à être accueilli dans cette famille, c'est la vie de famille ici. C'est vraiment... que tu vois, même après 8 ans, je retrouve. Franchement, dans la communauté africaine, j'ai une admiration, en fait, pour cette vie en famille, de la grand-mère aux petits-enfants. Tout le monde prend des soins des uns, des autres, les cousins, ils sont tous frères. Enfin, c'est vraiment la première chose qui m'a marqué. Deuxième chose, le temps, parce que je suis un immense frileux, donc ça n'allait pas pour moi en Europe. Oui. Donc j'ai très vite projeté le fait que ça peut être chouette de vivre au chaud tout le temps. Oui. Pour moi, voilà. Je trouve qu'on n'a plus du tout, quand tu commences à vivre dans les capitales, Paris, Londres, tout ça, je trouve qu'on s'est perdu en fait. Aujourd'hui, le peu que je rentre en Europe, je suis complètement à la ramasse en fait. J'ai découvert le côté débrouillard d'ici, c'est incroyable. Que ça soit pour de la mécanique, parce que tu as besoin de réparer un truc, quelque chose. Tout ça, en fait, c'est vraiment quelque chose dont encore aujourd'hui, tu vois, je continue à être fan, quoi. C'est chouette. Comment est née l'idée de la Bambinerai? Alors, l'idée de la Bambinerai est née au travers de la demande des parents.
Après être arrivé, j'ai travaillé pendant 2 ans donc, pour la famille Chagouri. Et le Covid est arrivé et voilà, là ça a été un moment un peu une décision à prendre. Le Covid étant là, je reste mais je fais quoi? Et donc à cette époque, donc 2020, j'ai décidé d'ouvrir un restaurant sur la plage avec un ami, donc qui s'appelait le Luxury, un restaurant qui aujourd'hui n'existe plus malheureusement. Et au bout d'une première année d'activité au Luxury, j'ai commencé à plus sympathiser avec la communauté d'expatriés, qui n'était pas le cas avant. Et en fait, au travers de ces rencontres au restaurant, les gens ont appris à me connaître, appris mon parcours de vie, que je suis un ancien gymnaste, que j'ai passé mes diplômes d'entraîneur, que les enfants, j'adore ça. Et donc, des parents commencent à me dire « Mais pourquoi tu donnerais pas des cours de gym? Ça n'existe pas ici. » Voilà. Et je me dis « Bah ouais, carrément, pourquoi pas ?» Donc, j'ai fait faire des tapis par un matelassier ici. Donc, ça a commencé comme ça. Il y a eu de l'emballement. Donc, emballement qui fait que j'ai dû rapidement former quelqu'un pour m'accompagner, donc qui est Vital, que tu as croisé tout à l'heure. Et après ça, rapidement, les parents commençaient à me dire « Mais tu sais, pendant les vacances, on sait pas quoi faire des enfants. » Je dis « Mais moi, quand j'étais enfant, mon club de gym, pendant les vacances, il organisait ce qu'on appelait des stages. » Les parents m'ont dit « Mais il faut faire ça. Oui, fais ça, fais ça. » Je lance la pub, juste une semaine, et là, les explosions des réservations, quoi. Je me retrouve en 48 heures avec 30 enfants inscrits. Et du coup, je dis aux parents qui m'avaient un peu lancé, non, je dis tout seul à 30 enfants. Et donc là, rapidement, une des mamans me dit « Mais tu connais pas Manon, qui est ici depuis pas mal d'années aussi, qui a un orphelinat, qui est éducatrice spécialisée. Par lui, ça pourrait peut-être l'intéresser. » Voilà. Donc je l'ai contactée, elle a été emballée par le projet. Et donc on se connaissait pas. Mais on a attaqué cette première semaine de vacances qui a été un carton plein, qu'on a reproduit en décembre, qu'on a reproduit en février. Et après février, les parents apprennent que l'école Montaigne allait changer les horaires, que du coup les enfants allaient finir à 15h30 au lieu, je crois, de 16h avant. Et là, beaucoup de parents nous ont dit « Mais tu peux pas ouvrir à l'année, quoi, vraiment à l'année, un centre de loisirs ?» Parce que nous, 15h30, je me suis rendu compte, et c'est lié à la demande, il y a de plus en plus de couples qui travaillent maintenant chez les expatriés. Et donc du coup, je dis « Pourquoi pas ?» Et en même temps, j'apprends qu'il va y avoir des travaux sur la plage et que je vais devoir démonter mon restaurant. Donc je me dis, on va continuer à lancer, on va pas se laisser abattre. De toute façon, le leitmotiv, c'est nos retours en France. Donc il faut se battre pour pouvoir rester. C'était pas envisageable. Voilà, donc il faut trouver une solution. Et donc du coup, on trouve la solution. Je trouve ce lieu. Je projette tout de suite que ça peut être un centre de loisirs. Et on fait les portes ouvertes le vendredi avant la reprise de l'école. Et c'est un carton plein, on a beaucoup de monde qui passe, tout le monde est super intéressé. J'ai juste répondu à une demande et voilà, qui aujourd'hui continue de grandir et de grandir et de grandir et de grandir. Donc là, on en est à 2 alignements des planètes. L'action qu'elle allait suivre, c'était est-ce que ça a été compliqué d'entreprendre au Bénin? Il y a quand même une démarche de faciliter ça, on va pas se mentir, hein, je pense que c'est une vraie volonté ici. Ça a été super rapide d'ailleurs, toutes les démarches sur Internet. C'est vrai que c'est vraiment récemment, mais même là, tu vois, là on est en plein dans la période, tu vois, la déclaration d'impôt, la CNSS, exactement. Maintenant tout est facilité. Donc c'est vrai que même après, une fois que tu es entrepreneur, il y a quand même une facilité d'accomplir toutes tes tâches qui s'incombent. Voilà, on vient de parler des impôts, de la CNSS. Donc non, il y a vraiment un super travail qui est fait là-dessus. Et je pense que encore une fois, c'est justement pour amener à ce que les entrepreneurs puissent venir. Quels sont les défis que tu as rencontrés et que tu rencontres toujours d'ailleurs en tant qu'entrepreneur ici au Bénin? Donc c'est vrai que le premier gros défi, c'est de recruter du personnel que tu pressens pouvoir être qualifié pour être auprès des enfants, parce que c'est quand même quelque chose de très particulier. Et donc de les former et d'arriver à une sorte de confiance. La confiance s'installe, mais tu t'apprends ici finalement à être toujours aux aguets. Tu dois toujours être présent et attentif à tout ce qui peut se passer. Mais après, tu vois, face à cette difficulté, tu vas peut-être me dire encore les planètes, mais pour moi, finalement, la formation de mon équipe actuelle qui vient à Noyo était assez simple, puisqu'en fait, c'est l'équipe de mon restaurant qui m'a suivi. Et en fait, pendant qu'on recevait, pendant 1 an qu'on a fait les vacances au Luxury, eux, dans la polyvalence que j'amène aux employés ici, du coup, ils ont découvert le métier d'animateur en participant déjà, au début, à servir à manger aux enfants. Puis petit à petit, eux-mêmes se sont pris au goût de vouloir organiser, faire les activités avec les enfants. Et maintenant, parlons un petit peu de ta vie au Bénin, Tonton Max. Comment tu te sens ici et comment tu décrirais ta vie? Paisible. Je me sens un peu comme chez moi, tout en ayant en tête, c'est toujours quelque chose que je défends beaucoup, c'est que je ne suis pas chez moi quand même. C'est-à-dire que j'ai beau habiter ici depuis des années, maîtriser, je garde ce respect de me dire ça ne sera jamais 100% chez moi, je ne suis pas né ici. Voilà. Mais en tout cas, j'ai vraiment ce sentiment d'être très bien intégré.
Je pense que ce qui m'a aidé, c'est que mes 2 premières années, j'habitais à Akpakpa, à Pécadis. Je venais pour du coup travailler en ville pour les 2 restaurants que je manageais. Et la communauté expat, je la voyais qu'au sein de mon activité, c'est-à-dire au niveau des restaurants. Et une fois que j'avais fermé les restaurants, je retraversais le pont, comme je dis. Donc mes 2 premières années, j'étais vraiment en immersion totale avec les locaux. J'ai habité la première année chez la famille qui m'a accueilli, justement. Et ça, je pense que je ne l'avais pas forcément anticipé, mais je pense que c'est ce qui a créé toute la facilité de la suite, pour moi en tout cas, que ce soit en tant qu'entrepreneur ou dans mon quotidien. Parce qu'en m'imprégnant très rapidement dans ces 2 premières années d'être vraiment dans la vie locale, bah finalement, même quand j'ai commencé un peu à découvrir plus la communauté d'expatriés, que je ne maîtrisais pas du tout, je suis quelqu'un aujourd'hui qui est vraiment dans un entre-deux et dans un vrai équilibre. C'est-à-dire que je suis conscient pour mes employés aujourd'hui de ce que c'est leur vie au quotidien. Un des trucs dont je suis assez fier aujourd'hui aussi d'ailleurs, c'est que tu vois, l'équipe, j'ai vraiment réussi à les amener aujourd'hui à être ultra à l'aise avec les parents des enfants. Vital, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui peut s'asseoir avec des parents, échanger, discuter. Didi, c'est pareil. Et ça, on en a beaucoup parlé, surtout avec Vital. C'est quelque chose un peu où il fait ce retour assez heureux de ça, parce que finalement, en étant un peu ce tampon, justement, c'est comme si je permettais finalement à ce que ces 2 communautés se rencontrent. Et finalement, ça peut évidemment très bien se passer, même si dans les faits, ils vont jamais certainement aller chez les uns chez les autres, tu vois. Donc voilà. Et après, il y a eu une vie chouette, franchement. C'est très compliqué pour moi de devoir rentrer en France. Je suis rentré au mois d'août l'an dernier, parce que c'était mes 35 ans. D'accord. Donc, et les 60 ans de mon père, donc ma famille m'a poussé à me dire « Max, allez, viens au moins, machin ». Je suis venu, ça faisait 2 ans et demi que j'étais pas rentré. Cette année, je rentrerai pas. Enfin, je suis bien ici, en fait. J'en profite, je rebondis sur ça. Comment ça a été reçu, cette décision par ta famille, ton entourage, de t'installer en Afrique? On va dire que ça leur est un peu tombé dessus comme ça, parce que entre l'appel du 14 avril et mon arrivée le 8 juillet, j'ai pas eu le temps d'aller les voir en France. En fait, je l'ai annoncé, je pense, d'une façon où j'étais pas en demande de conseil ou quoi que ce soit. Oui. C'est comme je vous ai annoncé il y a 3 ans, je pars en Angleterre, je vous annonce, je pars en Afrique. Mais en soi, non, ça a été très, très, très vite bien pris. Et ce qui s'est passé, en tout cas pour ma famille, qui du coup est tombée complètement amoureux du Bénin. Tu vois, papa est rentré il y a pas longtemps, il a passé 2 mois ici pour la première fois parce qu'il est à la retraite. Petite parenthèse, mon papa, la première fois qu'il est venu, a vécu la même chose sur le tarmac en sortant de l'avion. C'est vrai. Exactement la même chose. Quelle histoire. Ouais. Quand il m'a raconté ça en sortant de l'aéroport, j'étais « Ah oui, je connais ça ». Il y a des choses qui t'ont marqué en particulier ou pas plus que ça? Tout me surprenait en fait au début. Quand t'as jamais mis les pieds en Afrique, ça arrive et que moi je me suis retrouvé imprégné à Pécadis tout de suite entre le boulot et de vivre là-bas, des tonnes d'exemples de voir une moto avec 18 poules, 4 chèvres, tu prends un zème, il n'y a plus d'essence, on te demande de descendre pour renverser la moto. Je suis tout le temps dans la surprise. Alors évidemment, il n'y a pas que des... Il y a des choses aussi du quotidien, tu vois, qui font un peu qu'on a envie de... Je suis énormément sur la route pour les trajets des enfants. Pour moi, c'est un vrai souci encore ici, c'est la sécurité autoroutière. Moi, il y a un stress supplémentaire, c'est que j'ai les enfants avec moi, donc j'ai vraiment cette responsabilité-là. Donc évidemment, il n'est pas que positif, beau et rose. Je suis arrivé en 2018, la route des pêches n'existait pas. Je me sens ultra privilégié aujourd'hui de vivre dans un pays qui est en méga évolution, quoi. Et rapide. Et voilà, et ça, tu vois, pareil, en étant proche des locaux, c'est vrai que j'ai énormément participé dès le début à essayer de les faire relativiser, d'ouvrir leur esprit au fait que le changement, c'est dur. On peut employer un terme un peu comme sacrifice d'une génération, peut-être d'une certaine façon, mais d'arriver à se projeter dans l'avenir. Tu vois, c'est comme beaucoup une énorme discussion que je peux avoir ici avec les locaux, c'est au niveau tu vois, des impôts, la CNSS. Je leur dis, mais vous voyez, quand vous pensez à nous, la France, l'école qui est gratuite, etc., mais c'est gratuit, mais ça se paye. Et du coup, je trouve que c'est bien, finalement, tu vois, d'avoir cet échange, parce que cet aspect-là de nous, de notre culture, qu'on est né dedans, c'était déjà fait, on va pas se mentir. De pouvoir leur amener ça, ce recul-là, alors évidemment, c'est compliqué. Je pense que c'est comme si nous, on avait vécu certainement l'après-guerre, où, tu vois, en tant qu'enfant, je pense pas que tu voyais un super grand avenir, quoi. Mais voilà, en tout cas, pour moi, c'est extraordinaire, cette expérience de vie. J'aurais jamais cru que c'était possible de voir une ville évoluer à cette vitesse-là, quoi, et de savoir tout ce que ça engendre derrière, quoi. Ouais, j'ai trop hâte de faire un bond dans 10 ans, voir, quoi, tu vois. En termes de tips et de conseils à la diaspora auprès de ceux qui souhaiteraient peut-être emprunter le chemin que tu as pris, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite s'installer au Bénin? Je pense que le premier conseil que je donnerais, il faut venir découvrir, tomber amoureux de la culture ici au Bénin, tomber amoureux de ce qui se passe,
et après te projeter d'entreprendre. Je pense que ça ne marche pas au Bénin si tu es déjà un vrai businessman et que tu viens avec l'objectif faire de l'argent. C'est vraiment ce que je ressens, tu vois, parce que il faut se faire accepter avant de vraiment, enfin, de pouvoir s'installer au Bénin. Donc, faut venir voir, faut venir découvrir, parce que ça peut ne pas plaire, hein, le Bénin. Bien sûr, j'appelle ça, moi, la Suisse de l'Afrique de l'Ouest. Tu vois, on est quand même vachement en paix, on est tranquille, y a pas, on se sent pas du tout en insécurité. Mais, il y a quand même une culture qui est forte, qui est présente. Je pense que ici, pour être entrepreneur et travailler, embaucher, former et travailler au quotidien avec des locaux, faut avoir appris à les connaître et potentiellement avoir vécu avec eux comme moi j'ai fait. Qu'est-ce que tu dirais du coup à quelqu'un qui hésite à franchir le pas? Si moi je prends mon exemple, il n'y avait pas de place pour l'hésitation. Si j'avais hésité, je pense que je ne serais pas venu. Moi, je dirais que tout dépend du parcours de vie de chacun. Tu vois, quelque chose qu'on n'a pas abordé. Pour moi, toutes ces décisions, elles ont été faciles parce que j'étais, et je le suis toujours, célibataire sans enfant. Donc déjà, il y a ça aussi qui rentre en jeu, on ne va pas se mentir. Et selon toi, à quoi faut-il être préparé quand on prend cette décision-là? Préparer le fait que ça ne peut ne pas marcher et qu'il faut rentrer. Ça, d'ailleurs, c'est quelque chose que moi, auquel je ne m'étais pas préparé. Et c'est vraiment le Covid qui m'a fait comprendre que la fermeture des restaurants, et là, je me suis dit, waouh, là, il va falloir que je rentre. Avoir ça en tête. Ça rejoint en plus ce que je te disais tout à l'heure, tu vois, on sera malgré tout jamais vraiment chez nous, quoi. Donc même si aujourd'hui tout va bien, on n'est pas à l'abri de quelque chose qui pourrait se passer dans la région. Donc il faut l'avoir en tête, je pense, parce que pour éviter de tomber de haut. Moi, je sais que si j'aurais dû rentrer dans la période de Covid, je pense que ma vie ne serait pas aussi belle qu'elle est aujourd'hui, parce que je ne m'étais pas préparé. Ton avenir au Bénin, tonton Max, est-ce que tu dois finir tes jours ici? Oui. Très clairement. Sans hésitation? Sans hésitation aucune. Quelle est la chose que peut-être tu n'avais pas du tout anticipée? Me sentir bien quelque part, en fait. Depuis mes 17 ans où je suis parti de chez mes parents, j'ai jamais fait plus de 2 ans et demi dans un endroit, en fait. Je m'étais pas préparé. Quand je venais, je prenais un contrat local, mais salarié. Donc en 2018, jamais, au grand jamais, tu m'aurais dit 2 ans après, tu vas avoir ton propre resto sur la plage. Et 2 ans après, tu vas ouvrir un centre de loisirs. Non, j'avais pas vu venir ça pour le coup, tu vois. Tu es arrivé en contrat local? Oui, tout à fait. Tu n'es pas arrivé avec les avantages d'expat qu'on peut connaître ou entendre? Exactement. D'accord, c'est important de le rappeler. Exactement, oui, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, pour être honnête avec toi, je ne maîtrisais pas tout cet univers des expatriés. J'ai découvert ça ici, quoi. Mais après, mon contrat local, mais j'ai eu beaucoup de chance. Pas des avantages que les expats peuvent avoir avec les sociétés avec lesquelles ils sont en contrat. Si la décision, je l'ai prise assez rapidement, c'est que ils avaient aligné mon salaire que j'avais en Angleterre. Mais par contre, c'est une fois arrivé en fait que je me suis rendu compte. Par contre, j'avais pas du tout tous les avantages. Donc, au début, je me suis acheté une moto parce que du coup, j'allais au boulot en moto, tu vois. Mais du coup, pas de chauffeur, pas de voiture, pas d'appartement. Enfin, tout ça, je me suis débrouillé moi-même. Donc, local, confort en termes de salaire, mais pas en termes de... Mais local quand même. Mais local quand même, exactement. Tu m'as dit au tout début de l'entretien, tu as eu un peu une révélation, en tout cas tu as compris le pourquoi du comment et pourquoi en fait tu avais ce lien, cet amour avec l'Afrique, le continent, exactement. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Avec plaisir. Il y a quelques semaines, j'ai échangé avec un ami burkinabé. Et en discutant avec lui, on discute, et j'ai une révélation où je me souviens qu'à l'école, quand je devais être en CE1 ou CE2, j'avais fait un exposé sur le Burkina Faso. Et ça me revient comme ça. Et je lui explique, je crois qu'en plus j'ai fait ça parce que mon grand-père avait été en voyage là-bas et que j'avais utilisé des photos qu'il m'avait ramenées. Donc j'ai des frissons d'en reparler. Le lendemain, parce qu'il était tard le soir, le lendemain j'ai appelé ma mère et je lui dis, écoute, maman, je viens d'avoir un flash hier. Papy, donc son père, mon grand-père maternel, je lui dis, il avait été au Burkina. Elle me dit, mais Max, ton grand-père était un grand amoureux de l'Afrique, il a fait beaucoup de voyages au Burkina. Il était maraîcher et en fait, il avait un échange avec le Burkina où il allait présenter en fait son savoir-faire. Et en échange, ils ont reçu dans ma maison de famille des Burkinabés à plusieurs reprises, mais moi j'étais petit et très jeune. Et en fait, mon grand-père, je l'ai perdu quand j'avais l'âge de 12 ans. En fait, mon grand-père passait son temps, parce que je suis le petit-fils aîné, à me raconter ses voyages en Afrique. Sauf que je n'ai pas de souvenir de ça. Aujourd'hui, ma famille a pu me permettre de comprendre que je vis certainement son rêve, puisqu'il aurait adoré vivre en Afrique. Si tu pouvais écrire une lettre à l'Afrique, qu'est-ce que tu lui dirais? Merci pour tout. S'il y a un plat qui devait résumer ton séjour au Bénin, ce serait lequel? Le mafé. Qu'est-ce que le Bénin t'a appris sur toi-même? Que je pouvais être un entrepreneur. Ta vie de Yovo au Bénin? J'imagine qu'on doit t'appeler Yovo un peu tout le temps, bien sûr, tous les jours. Bien sûr. Donc ça veut dire blanc, pour information. Si tu posais cette question, par exemple, à mon entourage amical ici, ils te diraient tous que tonton Max, il est trop intégré. Il est trop intégré avec les locaux, le Bénin.
Ouais, non, mon expérience, je pense qu'elle n'est pas représentative. Souvent, je pense qu'en plus, expatrié, sous contrat d'expat, comme on parlait tout à l'heure, tu arrives, on t'installe dans la villa qu'on t'a choisie, on te met une voiture, on te met un chauffeur. En fait, c'est comme si on te mettait déjà des murs à ton arrivée. Donc, si tu n'es pas toi-même curieux d'aller voir autour comment c'est la vie au quotidien, bah, tu peux passer 3 ans ici en passant à côté de tout, en fait. Et bien, encore merci, tonton Max, pour le temps que tu m'as accordé. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Que les planètes continuent de rester alignées. Ouais, on est d'accord. Bah, c'est tout ce qu'on te souhaite, vraiment. Merci, merci. Merci encore, tonton Max. Et on se dit à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochains témoignages. Partagez-la également autour de vous et dites-moi en commentaire ce que l'histoire de tonton Max vous inspire. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.